La question se pose depuis quelque temps, est-ce qu'on est en train de démanteler la structure hospitalière du Sud en faveur d'une autre structure? La question est complexe. En tout cas, ça bouge du côté du Sud. On en parle dans Causement Réunionnais. Bonsoir, Antoine Fontaine. Bonsoir. En tout cas, est-ce que la grève se poursuit du côté du Sud contre... on ferme une section. On ferme en fait. Vous disiez en début d'émission, c'est complexe, hein. Et effectivement, je dirais que aujourd'hui, tout dépend du point de vue duquel on se place. Et du point de vue là de moi où je parle, c'est celui de représentant des usagers. J'ai été désigné en début de cette année représentant des usagers au sein du CHU Sud et également au centre d'hémodialyse de la clinique du Rieu. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui nous assistons, je dirais, à un spectacle qui est un mauvais spectacle par ailleurs, parce que effectivement on a un système de soins qui est censé être centré sur l'usager. Hein, l'usager, le patient, et on se retrouve dans une situation complètement kafkaïenne où finalement c'est l'argent qui prime sur toute autre chose. Et donc derrière souvent un verbiage un peu administratif se cache en fait des réalités qui sont très sombres en termes de qualité des soins. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, effectivement, par rapport au centre d'hémodialyse et au service de néphrologie du CHU Sud, c'est que il y a une volonté, je dirais, de la direction d'assécher ce service pour que progressivement, il ferme et qu'il soit rapatrié sur le nord. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un CHU à La Réunion qui présente cette particularité, je dirais, d'être bipolaire. Et on se rend compte que cette bipolarité, qui a été l'un des fondements de la création du CHU, n'est absolument pas à respecter, puisque au fur et à mesure, on assèche un certain nombre de services dans le sud qui ferment et on se retrouve avec les patients du sud qui sont obligés d'aller à Saint-Denis. Je vais peut-être un petit peu remuer le couteau dans la plaie. Ça a été le cas à Sillaos. Peu à peu, on a appauvri, on a enlevé tout ce qu'il y avait de médical à Sillaos. On l'a amené à Saint-Pierre. Aujourd'hui, ce qui me paraît bizarre, c'est que la démographie du Sud a évolué. On a fait, en tout cas, développer le Sud. Pourquoi c'est difficile de maintenir une structure digne de ce nom dans le Sud? Bah, je crois que la réponse, au fond, elle est assez simple, hein. On se retrouve aujourd'hui, finalement, je dirais, dans une guerre d'ego. Hein, d'ego entre deux micro-régions, effectivement le sud où la population est la plus importante aujourd'hui et même en termes de perspective d'évolution, elle sera la micro-région de la Réunion la plus peuplée et on se retrouve, je dirais, avec une espèce d'autocentrisme lié peut-être au fait que c'est souvent le cas dans les capitales. Hein, les capitales des pays et que du coup on se considère peut-être meilleur que les autres. C'est un peu la même chose, si vous voulez, entre Paris et Marseille, et donc là on se retrouve avec une espèce de guerre entre Saint-Denis et Saint-Pierre, et au détriment finalement de la seule chose qui vaille, c'est la qualité des soins pour les patients. Est-ce qu'il faudra, une façon ou d'une autre, arriver à créer j'allais dire, ce département sud pour que le sud ait le droit aux mêmes moyens pour se développer? On a pense parlé à un moment donné, ça a été la question de créer donc le département sud. Aujourd'hui, est-ce que, ne serait-ce qu'au niveau médical, il faut séparer le CHU du Nord
de la structure du Sud? Bah, écoutez, très honnêtement, à cette question, c'est difficile de donner une réponse aujourd'hui. Simplement, je dirais, c'est que ce qu'on peut constater, c'est que derrière, il y a quand même une volonté, finalement, que les choses se passent ainsi. Parce que en réalité, je dirais que l'hôpital, le CHU, c'est une globalité. Le service de soins à La Réunion, c'est quelque chose qu'on devrait envisager dans sa globalité. Et effectivement, peut-être avec un certain nombre de services, et c'était un peu ce qui était prévu, je dirais au départ, où il y a des spécialités qui sont développées, et on se rend compte que finalement tout le plateau technique qui existait à Saint-Pierre avant la création de ce CHU, un plateau technique bien plus important, bien plus avancé même, je dirais, que Saint-Denis, on se retrouve aujourd'hui finalement avec un plateau technique qui est en train d'être démantelé, malgré tout le fait qu'on investisse aussi de l'argent. Et c'est ça qui est complètement aberrant, c'est de dire qu'on investit de l'argent dans des bâtiments qui, pour des services, à terme, sont en train de disparaître petit à petit. Et c'est là aussi le paradoxe quand on regarde c'est la posture politique en fait. Le Nord aujourd'hui, c'est vrai, où il y a les deux collectivités, où siègent les deux collectivités, le département et la région. D'une part, mais comment se fait-il que les politiques du Sud n'agissent pas plus, ne fassent pas plus entendre leur voix pour protéger la structure du Sud? Bah, c'est-à-dire que sur cette question de la santé, on voit bien finalement que on a beaucoup de difficultés à passer le stade des déclarations, parce que des déclarations et des motions des élus du Sud, je dirais, mais alors il y en a pléthore, et notamment sur une commune que je connais bien, je dirais qui prend 2 ou 3 motions par an concernant cette situation. On voit bien que les choses ne bougent pas. À un moment donné, je crois qu'il y a une direction aujourd'hui qui a des consignes qui sont données directement depuis le ministère de la Santé. On vient de sortir d'une période où on a beaucoup parlé de santé, on a dit que la santé n'avait pas de prix, et malgré tout, je veux dire, il faut bien se rendre compte que cette santé, elle a quand même un coût, hein, et que ce coût, aujourd'hui, il est en train d'être supporté, je dirais, par, de manière générale, les assurés, au profit d'un système de soins qui profite largement aux multinationales de la pharmaceutique, ce qu'on appelle les big pharma, et des personnes aujourd'hui découvrent un peu, à la suite des propos très médiatisés du professeur Raoult, qu'on est dans un système de soins aujourd'hui où quelque part on entretient la maladie des gens pour que cela rapporte de l'argent à certains intérêts privés. Oui, mais l'intérêt de la Réunion, si la structure du Sud se consolide et se développe, c'est d'avoir une structure qui marche, mais surtout de ne pas avoir à circuler. Surtout l'avantage pour le Sud, c'est de ne pas d'aller chercher des soins de qualité dans le Nord qui existent dans le Sud. Ça permet quand même, en termes d'économie, en termes de circulation, beaucoup d'avantages. Et ça, apparemment, ça n'entre pas en compte. Ce genre de considération, je dirais, qui relève du bon sens, se percute directement contre finalement cette volonté que ça soit d'une part des administratifs, mais d'autre part aussi de la classe politique, d'être les meilleurs, d'être les plus beaux, les plus forts. Et là-dedans, je dirais, on oublie finalement le plus important, c'est le patient. On le voit bien d'ailleurs dans le système, dans le processus décisionnel aujourd'hui. On a un CHU à La Réunion, et c'est ce que j'ai eu l'occasion de faire remarquer au directeur du CHU à l'occasion d'une des réunions à laquelle les usagers sont invités à participer, c'est qu'on a un système de soins aujourd'hui qui est calé en fait sur des directives qui sont données depuis Paris et qui ne correspondent absolument pas à la réalité sanitaire de La Réunion. Et j'en veux pour preuve que on nous a beaucoup parlé
parler de tout le dispositif lié au coronavirus et tous les investissements même qu'envisage de faire le CHU en termes de recherche par ailleurs sur le coronavirus, et on laisse complètement de côté finalement cette maladie qui est liée donc à une piqûre de moustique, la dengue, qui a généré à La Réunion un certain nombre de morts, où le taux de contagiosité était quand même très élevé, hein, et donc on a un système de soins qui n'est pas adapté à ça. Et lorsque j'ai fait remarquer par exemple à la direction cette réalité quelque part, hein, de se dire que notre système de soins n'est pas adapté à la réalité sanitaire, on m'a répondu, et je ne savais plus quoi dire, on m'a dit que sur la dengue, on est rodé à La Réunion, hein. On est habitué à La Réunion à gérer les crises sanitaires. On a rappelé la crise du chikungunya, on a rappelé aujourd'hui la crise de la dengue, mais je veux dire, quand ces gens-là disent ça, derrière ces événements, il y a quand même des morts, hein. Il y a des gens qui sont morts du chikungunya. On avait fait à l'époque des déclarations intempestives des politiques en disant plus jamais ça, on allait faire des recherches, on allait faire des vaccins. Et donc on est sur ce mode-là aujourd'hui de la politique qui consiste uniquement à faire des déclarations, à poser des mots lorsque les individus, les citoyens, les usagers, sont tout à fait en droit d'attendre des actes, et il n'y a pas d'actes. Alors, je vais fermer la parenthèse sur les politiques. Est-ce que à ce jour, il y a une position politique soutenue par un certain nombre d'élus? Il y a une position politique qui est soutenue effectivement par des élus de la micro-région sud, au premier rang desquels, je dirais, le député David Lorion, hein, et ensuite le maire également de Saint-Pierre, Michel Fontaine, ou le maire du Tampon. Hein. Mais c'est vrai qu'au-delà, je dirais, de ces positions, je pense aussi d'une réelle sincérité dans les positions qui sont prises, mais le problème ne change pas. Le problème, il reste entier. C'est que la situation, c'est que on est en train de fermer progressivement des lits dans différents services dans le CHU Sud. On crée des conditions pour que ces services finalement soient complètement asséchés, des conditions de travail déplorables qui entraînent une qualité de soins déplorable. Et on nous dit que il y a des investissements qui sont prévus, qu'il va y avoir un bâtiment central qui va être la solution pour régler tous les problèmes du Sud. Et lorsque moi je pose la question en commission, quand est-ce qu'est prévue la livraison de ce bâtiment central, on me répond peut-être 2022 pour un bâtiment qui devait déjà être livré en 2018. Donc ça veut dire que pendant ce temps-là, finalement, les usagers, les patients, ils continuent à avoir ces soins de mauvaise qualité qui est engendré par aussi la volonté de ne pas donner des moyens financiers et humains pour qu'on ait des soins de qualité. Alors, je pose la question aux représentants des usagers du Sud. Est-ce qu'il va falloir faire descendre la population dans la rue pour obliger les politiques à y venir et pour mettre la pression sur les responsables des CHU? C'est quelque chose qu'on a déjà tenté de faire il y a plus d'un an avec le CEMAC. On s'était dit qu'il fallait organiser un événement récurrent. Et c'est ce qu'on avait commencé à faire, je dirais. On se rend compte que on se heurte aussi à cette mentalité de la Réunion où les gens n'ont pas cette culture de la revendication de leurs droits. Les gens n'ont pas cette culture de descendre dans la rue. Et c'est là où finalement on se retrouve complètement limité en termes d'influence et d'action, même si à travers un certain nombre d'événements et de médiatisation que l'on peut organiser, on se rend bien compte que le problème, il reste entier. Si vous leur dites qu'ils vont perdre leur portable, ça va pas les faire bouger? Peut-être que leur portable pourra les faire bouger. C'est vrai que, ça paraît incroyable. Hein. Moi, je touche ma tête. Je suis en bonne santé. Mon entourage est plutôt en bonne santé, et on se rend compte quelque part que finalement, les patients, les familles de patients, et même, je dirais, les familles des soignants
à un moment donné aussi, je pense qu'elles pourraient, chacun, les uns et les autres, contribuer à donner justement cet effet de masse pour que qu'il y ait un déclic et que la classe politique et puis même tout simplement la direction du CHU se rendent compte que il est en train finalement de travailler à une mauvaise qualité de soins, parce qu'il y a cette petite guéguerre que se livrent le Sud et le Nord, et puis il y a aussi ces choix qui sont faits à un moment donné, qui sur la bonne utilisation de l'argent public est complètement aberrant. Et c'est la bonne utilisation de l'argent public. Et c'est exactement ça la question. On a l'impression que parfois, quand on fait des audits sur les structures hospitalières, on l'a vu sur Belle-Pierre, parfois il y a des trous qui ressemblent plus à des gouffres financiers, et on se demande qu'est-ce qu'ils font de l'argent, à quoi ils s'en servent. C'est-à-dire qu'il y a, je crois, un gaspillage d'argent public qui est considérable sur des choix qui sont opérés. Par exemple, le fait de louer pour la direction générale du CHU des locaux à Saint-Paul, alors qu'il y a des locaux dans le nord, il y a des locaux dans le sud. Rajouter à ça, et la direction du CHU s'en défend, aujourd'hui il y a un projet d'une valeur de plus de 200 millions d'euros autour de la climatisation à l'eau de mer dans le sud. On présente ça comme une innovation incroyable, peut-être que ça l'est au demeurant. Le CHU dit que ce n'est pas lui qui finance, mais il n'empêche que malgré tout, lui prend l'engagement pendant plus de 20 ans de se fournir auprès de cette entreprise qui va obtenir le marché pour la mise en place de ce système de climatisation à l'eau de mer. Quand on fouille un peu le dossier, on voit un peu derrière tout ça finalement une volonté de mettre en place un projet qui correspond quelque part à une attente d'une multinationale qui est là en l'occurrence la multinationale Bardot. Alors rien à voir avec l'actrice, mais en tout cas ou un projet qui est pensé, on voit bien, qui est complètement ficelé pour que l'argent public soit pompé par des multinationales. Et à côté de ça, on n'a pas d'argent pour embaucher du personnel, on n'a pas d'argent pour acheter du matériel. Et on compte sur l'État. Et on compte sur l'État, un État où on voit bien qui depuis une vingtaine d'années, quelle que soit l'étiquette politique des gouvernements, un État dont l'objectif a été de démanteler l'hôpital public au profit du privé, au profit des multinationales de la pharmaceutique. Et on y revient finalement, quand on regarde, on l'a vu avec... Ça a été vraiment l'exemple au contraire, c'est le Covid. L'hôpital public a joué un rôle que l'hôpital privé n'a pas pu jouer. De toute façon, on est bien content de trouver le public et l'État quand il y a un problème. Ouais. C'est un peu la situation où en fait on socialise les pertes. On socialise les pertes, c'est-à-dire qu'on répartit les pertes au niveau de tous les contribuables et on privatise les profits avec quelques multinationales qui sont dans ce secteur hospitalier. Et ça montre encore une fois que c'est bien la gestion de l'argent public dans ce problème de santé également à La Réunion, que l'hôpital public est un petit peu on met dedans tout ce que le privé ne veut pas, et l'argent public, c'est ce que veut le privé, et en tout cas, l'argent... Bien sûr, mais c'est ce qu'il y a d'extraordinaire autour de l'hémodialyse, justement, et de tout ce qui est donc autour des insuffisances, des maladies liées à l'insuffisance rénale, aux dialyses, aux greffes, etc. On se rend compte que, par exemple, le CHU du Sud, ce service de néphrologie hémodialyse, est un service qui est en suroccupation. Plus de 120%. L'hémodialyse est une activité médicale qui rapporte énormément d'argent, et même à l'hôpital, je dirais, en tout premier. Et donc, on se rend compte que finalement, même cet argent que génère ce service, il y a une volonté au niveau de la direction d'assécher de ce service, et qui se retrouve ensuite dans le privé,
Il y a des journaux qui ont mis en lumière les scandales financiers autour d'une structure privée d'hémodialyse à La Réunion. Eh bien, c'est une espèce de mafia en fait, avec la complicité d'agents publics, avec la complicité aussi, je dirais, à un moment donné, de responsables politiques, parce qu'on laisse faire cette situation. Et puis, avec une forme de complicité aussi de l'usager, des citoyens, puisque eux-mêmes, face à cette situation, et pour certains qui la vivent vraiment, qui en souffrent vraiment, eh bien, rien ne change. Alors, il nous reste 6 minutes. Comment Antoine Fontaine et ses proches vont mobiliser, vont médiatiser, vont alerter l'opinion publique sur ce qui se passe dans le Sud? Écoutez, en tout cas, une médiatisation, c'est certain. Aujourd'hui, j'ai engagé une réflexion sur la possibilité d'envisager des recours juridictionnels, parce que c'est ce qu'il reste à faire. C'est le dernier recours, faire appel à la justice, même si, mon Dieu, cette justice elle-même, on pourrait en dire beaucoup de choses, mais de montrer qu'au moins en face, il y a une résistance face à des décisions qui sont complètement aberrantes sur le plan de la santé, sur le plan financier, et puis tenter de mettre aussi les responsables politiques devant leur travail. Parce que si aujourd'hui nous sommes là et que nous sommes obligés d'occuper ce terrain médiatique et être dans l'action, c'est parce qu'à un moment donné, des élus qui sont censés faire ce travail ne le font tout simplement pas. Et donc, bien sûr que nous allons attendre de sortir un peu de cette période aussi de déconfinement, où la liberté de manifester je vais quand même essayer de mettre un petit bémol, ou de reconfinement, parce que... Ou de reconfinement, je ne sais pas. Non, parce que là, actuellement, à travers le monde, on voit qu'on reconfine. J'espère qu'à La Réunion, ça n'arrivera pas, mais... avec les avions qui viennent des pays où la population est atteinte, qu'est-ce que ça va être? On voit bien malgré tout qu'il y a un processus qui consiste aussi quand même à créer une certaine peur chez les gens. Cette semaine, on a parlé de 11 cas supplémentaires. Allez, je vais arrondir. On va dire qu'aujourd'hui à La Réunion, il y a 600 personnes qui ont été atteintes du coronavirus. J'ai appris aussi au CHU qu'il y avait eu plus de 10 000 tests de faits. Et donc si on rapporte un peu ces chiffres à la population totale de La Réunion, on est toujours sur une échelle de grandeur de l'ordre de 0%. Et si on rapporte au nombre de personnes qui ont été testées sur le Covid et par rapport à ceux aujourd'hui qui sont malades, en tout cas qui ont été comptabilisés par rapport à cette maladie, on est sur un ratio de 5% de personnes qui ont été contaminées par le Covid. Donc, bien sûr que c'est une réalité, ce virus, mais après, sa dangerosité, sa contagiosité, quand même, aujourd'hui, elle n'est pas forcément démontrée. On parle de reconfinement, pourquoi pas? Parce que on voit que ça commence à bouger à nouveau. Les gens commencent à réfléchir, ils s'interrogent sur ce qui se passe avec des éléments complètement contradictoires qu'on leur donne. Qu'on a eu pendant tout le... Et qu'on a eu pendant tout le confinement. Et donc, on commence à manifester à nouveau. Les gens commencent à ressortir dans la rue. Et donc, le pouvoir se dit comment contrôler tous ces gens-là? On reconfine tout le monde à la maison. Voilà. Et c'est ça qui je trouve, ça c'est devenu une arnaque finalement, une vraie arnaque. Je ne sais pas, je dirais que ça va au-delà de l'arnaque, Jismir Amoudou. Ce qui est en train de se passer, tout simplement, c'est la manifestation d'un régime autoritaire qui est en train de se déployer partout sur la planète. On a beau critiquer aujourd'hui le régime chinois, on a beau dire que Poutine en Russie est en train de mettre en place une démocratie, mais on le fait peut-être de manière différente chez nous, mais en tout cas le résultat il est là. Les gens aujourd'hui sont privés de liberté. Et beaucoup plus que ça, quand on voit que à chaque fois, et ils ont trouvé une bonne méthode, ils ont un virus, ils le sortent et ils coincent tout le monde. Exactement.
c'est radical. C'est tout à fait ça. Ouais. Les gens ont peur de mourir, ce qu'on peut comprendre, hein. Ouais. Mais en tout cas, on voit bien aussi que c'est un moyen de contrôle des populations que aujourd'hui les dirigeants des pays de cette planète n'hésitent pas à utiliser, et la population est tétanisée par ce genre de méthode, et donc elles sont efficaces. Ce qui veut dire que vous n'allez pas pouvoir mobiliser, pas pouvoir défiler, parce que sinon, le lendemain, il y aura beaucoup de... Pas dans cas. l'immédiat, ou sinon au risque de nous retrouver nous-mêmes quelque part en prison. Hein, parce que on aurait violé la loi. Alors après tout, pourquoi pas? Si aujourd'hui, je ne sais pas, on peut rêver un peu, se dire que demain, dans le Sud, il y a 10 000 personnes qui descendent dans la rue, ils vont avoir beaucoup de mal à mettre 10 000 personnes dans les prisons de La Réunion qui sont déjà surpeuplées. Et surtout, quand on parle de l'urgence sanitaire, ça va aller jusqu'au 10, hein, jusqu'au 10 juillet. Tout à fait. Et ça s'arrête là. Et ça veut dire qu'il y aura donc possibilité de sortir, où Macron va trouver une bonne excuse pour pouvoir le remettre. Bah écoutez, après, pour l'instant, je vous avoue que j'ai pas vraiment eu le temps d'analyser les textes qui ont été adoptés durant cette période pour restreindre justement la liberté de manifester, mais il semblerait que le système soit quand même bien pensé, et entre l'exécutif et même, je dirais, le pouvoir judiciaire, pour que on évite au maximum les manifestations dans le pays qui se réclame d'être de la liberté et des droits de l'homme. Est-ce qu'il nous reste encore des libertés? Qu'est-ce qui nous reste, s'il nous reste quelque chose de liberté? Ça sera l'occasion d'une autre discussion. Merci Avec Antoine plaisir. Fontaine. Merci. On aura l'occasion d'y revenir. C'est vrai que notre liberté se restreint comme peau de chagrin. On verra ce qui nous reste dans quelques temps. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.